eh bien, qu'il y a 6 millions d'habitants qui ont été sans électricité pendant 9 heures. Donc, ça existe. C'est pas un fantasme de théoricien. Hein. Il y a déjà des cas. Alors, il faut savoir que quand il y a un vent solaire comme ça, l'espèce humaine n'est pas touchée. Les êtres vivants ne sont pas tués, en fait. Enfin, vous ne le sentez même pas. Mais il y a des décharges électriques qui sont produites. Or, toute notre société, elle est basée sur l'électricité. Donc, les éruptions solaires menacent la Terre. Ça, c'est une image, en fait, et on montre ici des éruptions solaires, en fait, à la surface. Donc ça, c'est le Soleil. Hein. Vous voyez la taille du Soleil et vous voyez la taille de ces éruptions. Ce sont des explosions qui sont absolument énormes. Donc, les scientifiques prévoient une éruption solaire meurtrière. Une puissante éruption solaire pourrait se produire dans les 100 ans à venir, affectant de nombreux mécanismes et causant un lourd bilan humain. Alors, peut-être que certains ont ont étudié ça à l'école, il y a ce qu'on appelle la ceinture Van Baren. C'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique qui entoure la Terre et qui nous protège, en fait, parce que tous ces vents sont ionisés, donc, et ils sont magnétiques, ce qui fait que dans un champ magnétique, ils peuvent être déviés. Et c'est pour ça que vous avez des aurores polaires au pôle nord et au pôle sud, parce que ce sont tous ces ions qui sont déviés par la ceinture Van Baren, et qui fait qu'on a ces aurores boréales au pôle nord et au pôle sud. Le soleil est de ce côté-là, hein, donc l'arrivée est comme ça, dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on a une queue d'ailleurs de ce côté-là. Bon. Or, aujourd'hui, on a une société, ça c'est Times Square, qui est basée sur l'électricité. Même l'essence ou le mazout que vous utilisez, il a fallu des moteurs électriques. Toute notre économie est basée sur l'électricité. Maintenant, les banques, etc., tout est basé sur l'électricité. Hein. Alors, un autre modèle maintenant. Et là, on va rentrer dans la mécanique quantique. Bon, je dis, je ne vais pas expliquer la mécanique quantique, mais je vais quand même vous parler de ce monsieur, qui est quand même un monsieur assez exceptionnel, qui s'appelle Jean-Pierre Gagné-Mallet. Et il nous dit quoi? Il nous dit, nous sommes dédoublés dans des temps et des espaces de dédoublement périodiques. Pour survivre, des ouvertures temporelles nous relient au passé et au futur, et pour bien vivre, il est nécessaire de les connaître pour les contrôler. Ah, bon. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce modèle, parce qu'il ne serait pas content non plus d'ailleurs, je ne suis pas autorisé. Bon, déjà, je vous en parle, voilà les livres. C'est un surdoué, lui, hein, un HP, mais surdoué en géométrie. Et par le modèle de la géométrie, il faut savoir, oui, je voulais dire qu'aux États-Unis, il est appelé le French Einstein. C'est-à-dire que son modèle, de ce qu'on appelle les ouvertures temporelles, avait prédit plutôt toute une série de choses. Et la dernière fois que je l'ai vu, donc c'était au mois de septembre, on l'a vu, à Paris, eh bien, il nous a dit 70% de toutes mes prédictions ont été confirmées. C'est-à-dire qu'il faut développer un certain nombre d'appareillages pour parvenir à vérifier en fait ce qu'il raconte. Ok, ces prédictions. Donc aujourd'hui, 70% de ces prédictions sont vérifiées. Il en reste 30. Mais aujourd'hui, les physiciens n'ont pas la technologie pour pouvoir vérifier. Mais dans tout ce qu'il a, dans les 70%, il n'y en a aucune où on a dit, ben, vous savez, ça, cette prédiction-là, elle est complètement fausse. Hein. Donc tout ce qui a pu être vérifié a été vérifié comme correct, en fait. Ça va? Alors, si ça vous intéresse, il donne des conférences, ateliers. Vous prenez le Thalys à Bruxelles samedi matin. Vous arrivez à Paris-Nord vers midi. Vous allez à sa conférence à 13h, de 13h à 18h. Il recommence le lendemain, donc il faut dormir à Paris. 9h jusqu'à 13h. Vous reprenez le Thalys et vous êtes le soir à Bruxelles. Et vous avez été suivre 2 demi-journées de ces conférences. Si vous êtes HP, je vous invite à y aller, parce que c'est un type extraordinaire. Il est tout à fait exceptionnel, et il a une connaissance phénoménale. Et il va faire des liens, il fait des liens avec des choses qui... C'est bluffant. Si vous voulez rester quelques jours à Paris, bon, c'est pas pour moi, je ne sais pas rien, donc c'est possible. Et qu'est-ce que ce modèle nous dit? Ben, il nous dit qu'il y a des cycles. Et nous sommes dans un grand cycle.
Et ce cycle dure 24 840 ans. Ensuite, nous avons une période de stabilité de 1080 ans. Au total, le cycle dure 25 920 ans. C'est le temps des précessions des équinoxes, pour les gens qui s'intéressent à ça. OK? Bon. Eh bien, nous sommes à la fin d'un cycle de 24 840 ans. Et ce modèle prédit que ce sera dans moins de 45 ans. Et, en plus, ça se fera par une éruption solaire énorme. Donc, ce modèle prédit que ce sera la fin des temps. Attention, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps, pour que autre chose arrive. Et il nous prédit dans moins de 45 ans, et en plus il nous dit, mais c'est une éruption solaire. Parce qu'il y en a déjà eu avant, enfin il les a calculés, etc., etc. Vous comprenez? Donc je fais le lien, en fait, avec ce que on nous dit, les astrophysiciens nous disent, en fait, du Soleil, et je fais le lien avec le modèle de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Eh bien, je dis, ce sera dans moins de 45 ans. Ça va faire très mal. Ce modèle nous prédit que nous allons avoir une éruption solaire énorme qui va complètement anéantir notre type de société par l'électricité. Il n'y aura plus de courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera la fin des temps, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Vous connaissez vos classiques. Mais ce sera pour un nouveau cycle de 1080 ans. Il faut savoir que Hitler était très ésotérique. Et en fait, son objectif d'Hitler, c'était de créer un empire européen, allemand bien entendu, et au Japon, c'était l'empire du soleil levant, là, c'est-à-dire un empire asiatique, et que ces deux empires allaient gérer, bon, les États-Unis à cette époque-là n'étaient pas encore très développés, eh bien, pendant 1000 ans, c'était ça son objectif, c'est de créer deux empires qui allaient gérer le monde pendant 1080 ans, parce que le modèle nous dit que, à la fin des temps, eh bien, il y aura une période de stabilité. Donc c'est là, en fait. Quand on sera à la fin du cycle, ok, eh bien, les choses vont être stables pendant 1080 ans, pour, par la suite, avoir un nouveau cycle. Hein. Ce sera un nouveau cycle de 24 840 ans. Donc, vous voyez, ce sont des grands cycles au niveau de l'humanité. C'est ce que nous dit le modèle. On parle souvent d'ailleurs de 2012, c'est un rapport? Oui, 2012, non, 2012 c'est déjà passé en fait. Hein. Depuis 2012, c'est beaucoup de choses qui... Non, déjà avant. Mais écoutez Jean-Pierre Garnier-Mallet, il va vous donner les dates. Voilà. Je ne suis pas habilité, c'est pour ça que vous êtes peut-être frustré, parce que je ne vous donne pas beaucoup d'informations sur le modèle d'ouverture temporelle, mais je ne suis pas habilité non plus à vous les donner. Et je pense qu'il a raison. Donc c'est pour ça que je vous invite à lire ces livres, parce que ça c'est disponible, et surtout d'aller l'écouter. Là, je pense que vous allez apprécier. Il est direct, hein, voilà, il a bien son franc-parler, bien entendu, mais si vous ne regardez pas le contenant, mais le contenu, okay, de ce qu'il raconte, oula, ça va vous faire travailler. Et moi, je pense que c'est intéressant. Donc, ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, je fais le lien entre les deux et je dis, ben voilà, une tempête solaire qui va arrêter, en fait, tous nos types d'économie, on n'aura plus d'électricité. Voilà, la fin de l'électricité pour un certain temps. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi, bien entendu, là-dessus, et qui nous disent, bon, des spécialistes, ils nous disent, il faudra à peu près 50 ans pour refaire une société où on pourra réutiliser l'électricité. Hein. Donc, il y aura une période intermédiaire où il faudra tenir le coup, là. Hein. Alors, je me dis, mais tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait tenir le coup? Eh bien... On revient à la voilà. Indépendamment de l'aspect religieux, hein, je m'en fous de l'aspect religieux, mais je me dis, tiens, voilà une communauté
Je prends les extrêmes, hein, parce qu'ils ont un peu évolué aussi. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, hein, c'est un village amish, mais là, il y a des autos, il y a des fils électriques. Ben oui. Bon, on va prendre les extrêmes. Hein, ceux qui sont vraiment toujours... Ils refusent, en fait, l'électricité. Hein. Et donc, voyez, ce type, le cheval, la calèche, et ils vivent comme ça. Donc, je me dis, mais à partir du moment où il n'y a plus d'électricité, ben, je dis, on va revivre comme ça, hein. En tout cas pendant un certain temps, le temps de refaire de l'acier, de l'électricité, enfin tous les transformateurs et autres, etc., etc. Nos technologies, non plus Internet. Hein. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant ça, comme réflexion. Hein. Mais il y a la phase de transition. Il est clair qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, vous allez au grand magasin, il y a un grand magasin en face là. Moi je fais mes courses, moi là. Oui, mais il n'y a plus d'électricité. C'est fini, hein. Il n'est plus alimenté, hein. Il n'y a plus de frigo, il n'y a plus rien. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, il y a plus d'1 milliard d'armes à feu pour 370 millions d'habitants, donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque famille a de l'ordre de 5 à 10 armes à feu. Mais ils vont s'entretuer pour une bouteille d'eau, hein. Pour une bougie. Pour une bougie. Mais ça va devenir mais absolument chaotique. Hein. Il y aura peut-être Parce qu'il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus d'eau. Et on est tellement habitué d'aller faire ses courses comme ça dans les grands magasins. Mais c'est fini, hein, les grands magasins. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'auto, hein. Plus d'essence, plus de mazout. On n'est plus rien. Donc, il va y avoir une phase de transition, j'en parle pas trop, mais ça va être du costaud. Hein. Ça va être... et tout le monde ne va pas passer la phase de transition. Hein. Bon, allez, on va plutôt parler de que faire. Que faire? Alors, de nouveau, c'est des pistes de réflexion hein, que moi je vous donne. Eh bien, moi je dis... Le rôle des HP, la mission des HP, le sens de leur incarnation, eh bien, c'est le phare. Hein, avant, quand il n'y avait pas d'électronique, le bateau qui était en pleine mer cherchait la lumière, le phare. Parce que ça allait lui indiquer une direction et derrière le phare, il y a un port, il va se mettre en sécurité, etc. S'il y a une tempête qui va arriver ou quoi. Donc, vous vous rappelez là le radeau là? Pas le radeau de la Méduse, hein, mais le radeau avec tous les gens là, HP ou non HP. Eh bien, c'est la notion de guide. C'est guider, en fait, c'est métaphorique hein, ici. Donc la fonction, le rôle des HP, la mission, c'était des guides. Par opposition aux faux prophètes. Alors ça, de nouveau, je renvoie à Jean-Pierre Garnier-Mallet, parce qu'il parle des faux prophètes. Okay. Il dit, attention. Il existe des faux prophètes et ils sont déjà là. Quelqu'un comme Trump est un faux prophète. Quelqu'un comme Macron est un faux prophète. Comme Juncker, etc. Ils sont déjà là. Dans un chaos, quand le chaos arrive, vous allez avoir toujours en fait des gens qui vont sortir du chaos et qui veulent dire « venez à moi ». Attention de bien choisir les personnes. Hein. Donc, si on veut équilibrer, parce que dans la nature, tout est équilibre, s'il y a des faux prophètes d'un côté, il faut, je n'ai pas dit des prophètes, mais des guides, hein, pour le plus acceptable, si on peut dire, il faut des guides qui comprennent bien ce qui se passe et qui vont diriger les gens qui sont complètement perdus, hein. Hein, comme les réfugiés, là, ils sont complètement perdus. Hein. Donc, il va falloir des gens, en fait, qui dirigent. Voilà, des guides par opposition aux faux prophètes. Vous comprenez la logique, le rationnel qu'il y a là derrière. Alors, je dis, tiens, moi, ça, il n'y a pas d'électricité. Ben, ça, on va voir comment ils vivent ces gens-là. Hein, parce que, à mon avis, ça va ressembler un peu à ça. Indépendamment de l'aspect religieux, hein, je répète. On met l'aspect religieux sur le côté, mais techniquement... eux, ils parviennent à s'en sortir quand même. Hein. Bon, ils ne sont pas millionnaires ou milliardaires, hein, ça c'est clair, mais ils survivent. Donc, la nouvelle société
à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Donc, de nouveau, ici, c'est food for the brain, hein, des petites graines. La culture, telle qu'on fait, intensif, là, hein, juste derrière, là, il y a un champ, ils ont pulvérisé, ils ont semé, etc. Plus de tracteurs, hein, plus de mazout, c'est fini tout ça. Hein. Et comment est-ce que vous allez vous nourrir, vous? Les pommes de terre, les topinambours, les légumes, etc. Ben, c'est la permaculture, hein. Ben oui. Donc la permaculture est en train de se développer. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et disent, oui, tiens, c'est intéressant. Et on dit, oui, oui, tiens, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, ce sera une société qui sera basée sur l'entraide, collaboration, respect. Vous, en tant qu'HP, je pense que vous comprenez, hein, et l'empathie. Sinon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, hein, avec tout ce que je vous ai dit, là, entre autres le mot de pharma. Alors, dans un premier temps, il y aura une troque, bien entendu. Ben oui, votre monnaie fiduciaire, là, vos billets de 50, 100, 200 ou même 500 euros, ça ne vaudra plus rien du tout, hein, c'est le prix du papier, comme on dit, hein. C'est rien du tout, hein. Ben oui. Donc, on va revenir, en fait, à un système comme avant. Bon, et ceux qui auront des louis d'or, hein, pièces d'or, ben, peut-être qu'ils auront peut-être négocié ça. Allez, pas peu de technicité dans un premier temps. Ben oui, puisque toute notre technicité est basée sur l'électricité, et ça va. Il n'y en aura plus. Des petits groupes. Et ici, j'ai pris une photo, en fait, d'un village Maasai. C'est intéressant de regarder comment eux ils vivent, en fait. Eh bien, ici, ce sont les habitations, tout autour. Et alors, là, ils mettent leurs animaux, chèvres, etc. Et ici, vous avez une palissade, bien entendu, pour protéger. Parce que vous savez que les vieux lions sont très dangereux. Pourquoi? Parce que les vieux lions, ils sont éjectés donc, du harem avec les lions, là, parce qu'il y a un lion qui est arrivé, qui les a foutus dehors. Mais le problème, c'est qu'ils sont âgés. Et que les gazelles, ça court vite, hein. Et donc, ils ont de plus en plus de difficultés en fait, à attraper les gazelles ou un zèbre ou quoi, parce que eux, ça détale. Donc, ils ont un gros problème pour se nourrir. Ils ont très faim. Mais vous savez, les petits animaux qu'on appelle des hommes, hein, ben, ils ne courent pas très vite, ceux-là. Donc, ils sont très dangereux. En fait, les vieux lions. Ce sont les vieux lions qui sont très dangereux. Alors, chacun apportera ses compétences, ses talents. Il y a des gens qui sont sortis d'un voyage intérieur, eh bien, ils ont vu le futur. Et ils m'ont dit, attention là, il va falloir apporter des compétences et des talents. Parce que chacun, dans ce type de communauté, chacun a un rôle. Hein. Il n'y a pas des gens qui tirent dans le flanc ou qui font rien. Là, il n'y a pas de chômage là. Hein. Tout le monde doit faire quelque chose et va apporter ses talents, ses compétences en fait. Et alors il y a le problème de l'eau, l'eau bleue. Hein, ça on en a un peu parlé. Donc il va falloir faire des réserves d'eau. Voilà. Moi vous avez peut-être vu là, j'ai installé des panneaux photovoltaïques. Et mon objectif également, c'est de mettre, en principe, je devrais avoir assez de place pour mettre 3 citernes de 20 mètres cubes. Voilà, 60 mètres cubes d'eau. Et récolter toutes les eaux des toits, etc. Tout ce que je peux récolter. Allez, voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver à être autonome. Bon, aujourd'hui, je ne le suis pas, hein, bien entendu, mais hein, vous savez que je viens d'apprendre que dans un certain nombre d'années, les compteurs ne vont plus tourner à l'envers. OK? Donc, ça veut dire que quoi? Ben, en été, on produit du courant et qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, il sera sur le réseau, mais on ne va pas le payer. Donc, il va falloir le stocker. Les batteries hein, pour les voitures électriques sont en train de se développer, mais je lisais un article où il disait, oui, mais vous savez, produire du gaz, de l'oxygène, vous pouvez stocker l'oxygène beaucoup plus longtemps. Parce que les batteries, c'est pas évident. Donc, le stockage de l'énergie sous forme d'oxygène. Donc vous utilisez l'électricité que vous produisez pour faire l'hydrolyse de l'eau, produire de l'oxygène que vous stockez en fait dans un réservoir. Okay, et ça, vous pouvez le stocker très longtemps. Donc peut-être que la réserve d'énergie se fera sous forme de gaz. Intéressant. Voilà, c'est des pistes. Bon, et puis encore, j'ai mis 3 petits points. Hein, parce que... Mais je vous invite en fait à réfléchir. Et bien entendu, mettre tout ça en place, ça prend du temps. Mais on n'a pas une éternité, puisque d'après le modèle de Jean-Pierre Garnier-Mallet, ben, c'est moins de 45 ans.
Voilà, donc, On est déjà dedans. ah, c'est évident qu'on est... Oui, Je veux dire, on est déjà dans les solutions. oui, oui, oui. Donc les solutions commencent à apparaître, etc. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent et on trouve des HP. Café, les sels, il y a plein de choses. Oui, oui, mais justement, mais tout ça va prendre du temps pour acquérir les compétences, la technicité, etc. Et mettre tout ça en place, hein, on n'a pas de baguette magique, hein, on est dans l'incarnation. Alors, oui, alors pour moi, le travail ici, juste quelques dias pour terminer donc là-dessus. Ben moi, je travaille avec, bon, il y a les gens ici qui sont, ça représente le chemin de vie, voilà. C'est pas long fleuve tranquille. Hein. Et alors, il y a des gens qui sont, ben, qui avancent sur leur chemin de vie, etc. Mais il y en a certains qui restent sur le bord, voilà. Et on va parler des patients résistants, etc. Et donc, cette méthodologie de changement, elle a été développée pour aider en fait ces gens qui sont sur le bord du chemin, les remettre sur leur chemin de vie, et puis qu'ils avancent, qu'ils prennent leur envol. Bon là, il y a plus de moi, bien entendu, parce qu'à ce moment-là, ils prennent leur envol et ils sont partis. Donc tout le travail que je fais, et alors c'est ce qu'on appelle le voyage intérieur, et ça c'est un nettoyage de votre maison intérieure, c'est-à-dire, je prends l'exemple de ce monsieur, de ce jeune homme, mais dans son passé, il a vécu un certain nombre de choses. Et parfois on dit, oui, on tire des vieilles casseroles, là, ou bien on a des boulets aux pieds, ou enfin bon, les gens utilisent des mots différents, mais ce sont des vieilles histoires qui sont là et qui nous empêchent en fait d'avancer, etc. Ça peut être des addictions aussi, ou autre chose. Et donc tout le travail ici va être de couper ça pour que, eh bien, le HP puisse mettre en place en fait un certain nombre de choses, qu'il soit libéré, qui connaissent sa direction, et en fonction de ses compétences, de ses talents, etc., eh bien, les choses se mettent en place. Là, l'énergie recircule, et par la loi d'attraction, synchronicité, coïncidence, etc., eh bien, quand on accepte en fait sa mission de vie, qu'on se trouve sur son chemin de vie, eh bien, l'univers nous aide, hein, c'est ce que j'appelle la Jérusalem d'en haut, là, hein, nous on est dans la Jérusalem d'en bas. Eh bien, la Jérusalem d'en haut est là pour nous aider, justement, à avancer sur notre chemin de vie. Mais il faut un peu nettoyer quand même les boulets, hein, parce que ça, c'est un peu pesant, enfin dire. Voilà, alors il y a mon site, je vous invite à aller voir. Et je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas quelle heure il est là maintenant. 35. Oui, ah ben oui, voilà. Alors, pas encore 4 heures, donc ça va, je suis dans les temps. Alors, ce que je propose maintenant, c'est 2 choses. La première chose, c'est de répondre à vos questions, concernant les HP, etc. Mais lors de la première conférence, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais vous parlez, dans votre titre, il y a le mot incarnation, mais en fait, vous ne parlez pas d'incarnation. C'est quoi l'incarnation? Quel est le modèle qu'il y a derrière? Alors, pour les gens qui sont intéressés, eh bien, quand j'aurai répondu à vos questions, etc., eh bien, je pourrais vous expliquer le modèle de l'incarnation. Comment moi je le comprends, et bon, je suis une formation en fait, avec un avatar là derrière, etc., etc. Qu'est-ce que ces gens-là nous disent en fait? Donc là, on va rentrer dans la spiritualité, bien entendu. C'est le modèle de l'incarnation. Mais avant ça, parce que tout le monde n'est peut-être pas intéressé par ça, parce que j'en ai pour un petit temps aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, tiens, vous m'avez posé la question, vous m'avez posé une question, c'est vrai. C'était comment est-ce que ça est venu? Oui, comment est-ce que vous avez... Alors, comment ça m'est venu? Eh bien, ça m'est venu premièrement avec les premiers HP avec qui j'ai discuté. Il faut savoir que j'utilise le modèle des ouvertures temporelles. Si ça vous intéresse, ce modèle-là, Jean-Pierre Garnier-Mallet vous parlera de l'Agélos, de notre double. Et notre double, enfin, il l'appelle l'Agélos, hein, c'est le double. Et en fait, ce double a accès au futur et il peut vous aider. Et donc, il m'a aidé. Il m'a aidé à développer en fait ça. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pas moi. Moi, je suis canal. Vous êtes connecté. Oui. Voilà.
D'accord. Et donc l'information est arrivée. Par un guide. Voilà, on peut redire un guide, voilà. Ouais. C'est un autre mot, mais c'est bien, la notion de guide, etc. Voilà. L'information, elle arrive et dit, mais il faudrait peut-être donner l'information. Après, ce n'est que de l'information. Hein. Des graines qui germeront. Voilà, voilà, ce sont des petites graines. Voilà, je lance des petites graines. Voilà. Je suis agriculteur, en plus, j'en ai semé aussi des petites graines. Mais au sens réel plutôt. Mais voilà, ici c'est au sens métaphorique, bien entendu. Donc ce sont des petites graines. Et voilà, je vous invite à laisser mûrir ça et dire, mais tiens, à réfléchir et voir un peu. Hein, quand je vous ai montré la dia qui était toute noire, là, vous voyez rien du tout, et puis tout d'un coup, clac, il y a un point lumineux. Et je vous ai dit, ah oui, mais ce point lumineux, c'est la direction. Voilà. Le point lumineux. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi en pratique hein, bon, j'ai moins de 45 ans, enfin c'est dans moins de 45 ans, mais qu'est-ce que je fais du point de vue pratique? Ben, moi je le fais. Voilà, mes panneaux qui sont là, puis après on va progressivement mettre des choses en place, et au fur et à mesure de la technicité et de ce qui va me venir, ben, je vais intégrer, mais l'objectif ce sera d'être complètement autonome. Voilà. Et là derrière, il y a plein d'hectares de terrain agricole. Mais qui... Allez, qui commence? Allez, moi, allez-y. je peux vous remercier parce que vous avez été très généreux, très direct. Et c'est rare. Vraiment. C'est pas la langue de bois. Hein, Non. ça, c'est... Alors justement, je voudrais avoir votre avis par rapport à ce positionnement-là. Moi, souvent, je suis sur la même longueur d'onde que vous le savez, et j'hésite à parler aussi cash. Et bien souvent, je retire ce que je pense, parce que d'une part, les gens n'ont pas envie d'entendre, Oui, et tout à fait. en même temps, je me dis que les gens qui veulent bien... pourquoi est-ce que les gouvernements ne le disent pas? Parce que s'ils le disent, ça va être la grande panique. En même temps, il y a les Tout à fait. sourds, on est bien d'accord, Oui. et puis si ce que vous dites est entendu par le plus grand nombre, Oui, vous imaginez ce qui va se passer. oui, et c'est pas bon. Alors, c'est pas Il faut bon, pas le faire. donc je pense Il faut qu'il pas faut le faire. c'est terriblement élitiste ce Il que ne j'ai faut comme pas le position. Alors, moi C'est je comme voudrais ça. juste avoir votre... parce qu'ici, dans un petit groupe d'initiés, on va dire ça comme ça, si on est là chez vous, c'est parce que quelque part, voilà, hein, ça se ressemble. Mais quelle est votre recommandation par rapport au positionnement dans la société en général? Est-ce que vous recommandez une position claire, comme vous l'avez par rapport à nous, ou comme Jean-Pierre Ganimal est là, ou bien plutôt le langage des oiseaux? C'est-à-dire que je parlote, mais ceux qui sont un peu éveillés, ils comprennent. Voilà. Alors, eh ben, je vais vous donner un exemple avec mes patients. Et avec ce que je vais expliquer ici au niveau de la spiritualité, parce que des fois je passe des heures à expliquer ça. Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi, bon, on connaît vraiment, hein, parce que, eh bien, je lance des petites graines. Voilà. Je lance des informations et j'attends pour voir si la personne va réagir ou pas. Si elle ne réagit pas, je dis bon, ok, ben, peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Voilà. Ou peut-être qu'elle ne sera jamais prête. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais par contre, à partir du moment où je sens que, bon, il y a le ressenti, bien entendu, qu'il y a derrière, où je sens que, mais peut-être, il y a peut-être des choses qui... Il se pourrait que la personne soit un peu ouverte. Alors à ce moment-là, clac, je vais un peu plus loin. Hop, je donne une information supplémentaire. Et je travaille comme ça. Voilà, chaque fois un petit pas. Et d'ailleurs, en méthodologie, ce n'est pas une baguette magique aussi, on avance un petit pas. Mais on avance et je vois comment la personne réagit. Et si la personne, je sens qu'elle est intéressée, etc., alors à ce moment-là, je vais un peu plus loin. Voilà. Et il faut savoir que les études nous disent qu'il y a à peu près 30% de la population qui est dans ce qu'on appelle des mouvements citoyens. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 30% de la population qui se pose des questions sur l'évolution de la société. Qui dit, ben tiens, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, l'écologie, la terre, l'humanité, enfin bon. Ce genre de... ça travaille. Comme ils sont 30% et que les études nous disent qu'il y a 10% d'HP, et que, à mon avis, tous les HP, ils
sont comme ça. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 20% de la population, c'est mathématique hein, ici, 20% de la population qui ne sont pas HP, mais qui se posent quand même des questions. Et à mon avis, c'est ceux-là qui vont se retrouver dans le canot là. Vous voyez, pas mal de monde, mais il n'y aura pas que des HP. Je pense qu'il y aura également d'autres personnes qui diront, mais tiens, ça m'intéresse en fait, hein, peut-être quelque chose en fait là. Ok. Et je pense que ces 30% là, c'est intéressant de commencer à discuter avec eux. Voilà. Mais ça va être d'abord de voir s'il y a une ouverture. Et peut-être que la personne n'est pas encore prête et qu'il faut lui donner juste un peu d'informations. Parce que la petite graine, hein, si je prends cette métaphore, ben, elle doit d'abord un peu grandir dans sa tête. Et puis après, revenir, on va un peu arroser la petite graine pour qu'elle continue à grandir. Vous comprenez? Donc on y va étape par étape. Parce que je prends même des gens qui sont HP et que je leur dis, mais vous êtes HP, je vous écoute, la manière de raisonner, la manière de vous me parler et tout ça, vous êtes HP, vous. Non, moi, je suis pas HP, moi. Donc, même des gens qui sont HP, qui ne le savent pas, et quand vous leur dites, mais vous savez, vous êtes HP, vous comprenez. Donc, il faut aller un peu plus doucement et puis arriver à ce que la personne se rende compte. C'est pour ça que je dis, ouais, non, il ne faut pas me croire, vous savez, mais quand même aller un peu sur Google là, et taper HP, lisez un peu, peut-être que je sais pas, il y aura peut-être des choses qui vont un peu se développer, enfin, peut-être comprendre certaines choses, vous comprenez, et donc vous aidez la personne à prendre conscience. Et puis voilà, alors maintenant, il y a peut-être certaines personnes, là, quand vous commencez, alors là, vous n'arrêtez pas, parce que là, ce parti, la personne est ouverte, etc., etc. Attendez, après, il y avait madame aussi, et puis, parce que... ça va, j'ai répondu là? Oui, merci. Voilà. Parce que quelque part, on est quand même finalement dans l'urgence, il reste 45 ans. Et quand vous parlez Ben, de oui, c'est urgent ou pas urgent? Parce que ce n'est plus que facile. Il n'y a plus qu'une population de 30%, il y a 70% qui sont contre cette population. Donc elle est en danger. On avait vu l'assassinat de Kennedy, Tesla, ils sont tous assassinés. Le village Maasai, il n'est pas que protégé pour les loups ou les lions, je suppose qu'il est aussi protégé parce qu'ils sont autonomes et qu'il y en a d'autres qui sont moins autonomes et qui viennent les voler. Donc dans cette limite-là, ce petit temps qui nous reste, il faut quand même se protéger ou diffuser une information qui va faire en sorte qu'il y ait une réaction beaucoup plus générale. Le but c'est sauver l'humanité quelque part. Attendez, sauver l'humanité et sauver les gens, c'est pas la même chose. L'humanité, oui. Et l'avatar avec qui je travaille nous dit que, voilà, on va survivre. Voilà. L'humanité va survivre. De toute façon, elle survivra. Voilà, elle survivra. Peut-être pas l'humain. Mais tout le monde ne va pas survivre. Imaginez Mad Max. Et ça a déjà démarré. Oui, c'est Mad Max. Mad Max. Oui, exactement, Mad Max. Tout à fait. Ce sont tous des visionnaires. Oui, exactement. 1984, tout ça, c'est tout des visionnaires, mais c'est la réalité. Donc, oui. Que faire pour contrer ça? Vous ne saurez pas sauver toute l'humanité. Moi, je dis à mes patients, vous savez, la biologie n'a pas de morale. La biologie n'a pas de morale. Tu n'es pas adapté, tu dégages. Les cancers, c'est ça. Les cancers, ben attendez, le cancer, c'est déjà démarré. Ça a déjà démarré. Hein. C'est pas dans le futur, ça a déjà démarré. Quand je parle de l'OMS, c'est pas par hasard. Ça a déjà démarré. Ça va? Alors, je vais répondre là, et puis après, il y a vous aussi. Hein? Oui. Je rejoins un peu la première personne qui a posé une question, dans le sens où si les HP ont vraiment, enfin, sont vraiment ici pour une mission, pour montrer la direction à suivre, est-ce que, à une échelle macroéconomique, est-ce qu'on est vraiment prêt à les laisser montrer la direction? Non. Mais non, absolument pas. D'ailleurs, je vous ai montré des macroéconomistes, des Attali, etc. Ils nous le disent. Je veux dire, quel est réellement notre but? Est-ce que ça ne rend pas une cause perdue? Mais pas du tout. Parce que vous allez travailler à votre échelle. Vous allez travailler au niveau de l'individu, mais pas au niveau macroéconomique. Macroéconomique, c'est perdu. Mais au niveau microéconomique... Pardon? C'est un peu triste, je dis. Ah ben c'est comme ça. La biologie, je vous ai dit, la biologie n'a pas de morale. Il y a la moitié des gens qui vont attraper un cancer, eh ben, une grande probabilité pour qu'ils meurent.
Mais il y a quelqu'un Qu'est-ce que qui vous voulez? change-toi et le monde changera. Exactement. Moi, je parle de l'idée qu'il faut des C'est grandi. petits réseaux. Commencer par son exactement. petit quartier, son Exactement. voisin. Voilà. Des petits. Des Et petites c'est ça choses, des qu'aujourd'hui, il y petits a- pas. Il y a les repères cafés dans tous les villages Voilà. maintenant. Il y a les repères Ok. cafés. Chaque petit village, on fait des selles. Voilà. Dans les petits, et ça, c'est toujours dans des contrées petites. Voilà. Et c'est commencer petit, mais vous démarrez déjà. On peut commencer petit. Voilà. C'est ce qu'on Commencez dit. petit et vous allez voir. Et Et il y a vous allez attirer des gens à vous qui vont sentir que oui, je me sens bien avec ces gens-là, etc. Mais il y en a d'autres qui vont dire, mais les autres, c'est 70%. Hein. 70% de gens vont vous rejeter. Donc, il faut le Il faut savoir. faire avec les 30, simplement. Non, Faire avec son petit groupe. Voilà. Même si on est que Exactement. 5 ou 6 Exactement. pour commencer, on tout commence à avec fait. Vous démarrez petit. Petit à petit, l'oiseau en fait son nid. Alors, oui. Moi, j'ai plutôt une question par rapport dans le groupe, on pourrait déjà dire, de HP. Vous parlez justement de ce côté un peu éclaireur ou Oui, carrément guide. Oui. Qu'est-ce que vous dites sur le chemin que les HP doivent faire parce que Je dis rien. vous Je dites dis rien sur le chemin. Non, mais pas sur Je pas dis- sur ce qu'il y a à faire, mais C'est parce la que direction. c'est vrai, mais comment voulez-vous qu'on guide véritablement dans le sens où on n'est pas si étranger que ça en vrai au dysfonctionnement de la société, Tout c'est-à-dire à fait. que les Moi, j'ai travaillé plaies dans mon qui pharma, sont- j'ai participé, enfin, à leur magouille. mais même aussi dans qui on est, c'est-à-dire Tout à fait. qu'on n'est pas du tout dépourvu ni d'égoïsme ni de Exactement. et là-dedans on en est vachement loin de personnes. Il y en a peu qui Peut-être, je peuvent ne sais pas, se mais en prétendre tout cas, être- oui, ben, si vous voulez faire un travail sur vous-même, vous pouvez le faire. Ok. Mais comme Madame disait, on commence par des petites choses. Voilà. Mais il y a une direction. C'est la direction qui est importante. Et après, vous allez voir que, avec vos talents, vos compétences, etc., vous allez discuter un peu à gauche, à droite, souvent, ça les intéresse, tout à coup, ah oui, là, il y a une personne, bien, nous, etc. Ça va être petit, hein, mais progressivement. Et selon vous, quelle est la place du travail intérieur dans tout ça? Oh, écoutez, moi je suis psychothérapeute, donc je vais vous dire, ben, il faut surtout travailler au niveau du travail intérieur. Mais Gandhi disait, soit le changement. Ouais. Voilà. Maintenant, si vous sentez que vous devez faire un travail intérieur, ben, vous faites le travail intérieur. Mais si vous ne le sentez pas, ben, vous ne faites pas de travail intérieur. Et vous croyez qu'on peut faire sans? Je pense qu'on peut faire très bien sans, même si je suis psychothérapeute, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, et vous faites ça du mieux que vous pouvez. J'ai fait une émission sur l'université dont le titre c'était « Vous ne faites jamais d'erreur, vous faites des expériences ». Voilà. Et si vous vous rendez compte que le résultat que vous avez obtenu n'est pas celui escompté, vous réfléchissez, vous tirez la leçon de votre expérience. Comme je dis toujours, moi j'ai fait de la recherche, donc il y a des milliers de chercheurs, si toute leur expérience avait réussi, ils seraient tous prix Nobel quand même. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait des tas d'expériences, mais qui foirent complètement. Sinon, puis de temps en temps, il y en a une qui réussit. On dit, ah oui, tiens, allez hop, et on va aller creuser ce chemin-là. Comprenez? Donc, si vous sentez que vous avez besoin de faire un travail intérieur, que vous sentez qu'il y a un blocage, vous tirez des boulets parfois, ou des casseroles, etc., vous faites un travail intérieur. Mais si vous ne le sentez pas, vous avancez quand même. Et vous faites du mieux que vous pouvez. Et c'est toujours le résultat concret observable. Il n'y a que ça qui compte. Résultat concret observable. Vous faites quelque chose, vous regardez le résultat. Vous dites, tiens, ça n'a pas trop bien marché. Qu'est-ce que je fais pour que ça marche mieux? Je vais le faire comme ceci. Ça va pas très bien marcher. Je vais le faire comme ça. Là, ça marche mieux. Moi j'appelle ça des carrefours. Oui, voilà. Et on avance avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, toute votre richesse. Voilà. Si vous avez quelques casseroles et que vous avez envie de les nettoyer, vous les nettoyez. Et si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous verrez bien, vous sentirez ça. D'ailleurs, le HP, il ressent un peu les choses quand même. Hein. Ça va? Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des plastiques. Mais chacun à son niveau, si on baisse un petit peu son achat de plastique, Tout à fait.
C'est ça aussi. Les petites choses. Les petites Voilà, choses les de la petites vie. choses, Les voilà. petites choses à la vie. Je voudrais savoir comment aider le mieux possible les HP. Pendant... Ah, ça c'est... Les enfants. Vous avez des enfants ou des Des petits-enfants? petits-enfants, des petits-enfants. Eh bien, soyez à côté d'eux pour voir un peu comment ça va et vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà, n'oubliez pas ça. Vous faites toujours du mieux. Mais déjà, si vous pouvez, si vous êtes HP et que l'enfant comprenne qu'il y a un monde de fonctionnement différent, moi je pense qu'il est important de donner de l'information. L'information, c'est ça. Voilà, déjà qu'ils sachent qu'ils ne sont pas anormaux, que, je sais pas moi, non, c'est dire, mais tu sais, tu es simplement différent. Voilà, tu as un monde de fonctionnement différent, mais tu n'es pas tout seul. Hein, si on prend les ASBL par exemple, entre autres, il y en a deux, et puis j'arrive là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, en tout doux, pour ne pas le citer. Eh bien, ils mettent les HP ensemble. Hein, je vous ai dit, à Bruxelles, le collège, là, en question, ben, le mercredi après-midi, il les met ensemble. Moi, je voulais dire que je me suis posé la question par rapport à ma fille. Et je me suis rendu compte dans ma petite enquête que pour moi, pour elle, le mieux était que je la laisse vivre dans la société, mais que je puisse l'aider. Voilà. Parce que j'ai la conscience que c'est ce que j'ai dû vivre, que j'ai rame depuis assez longtemps, c'est moi qui dois m'adapter à ce monde qui ne me comprend pas et non l'inverse. Parce que voilà, c'est en partant de moi que je me suis rendu compte que les choses pouvaient changer, si je viens de le Oui, dire. il y a 70% des gens qui sont non HP. J'ai pas envie que ma fille Et soit, c'est eux qui soit dirigent le monde, isolée hein. et se sente élitiste ou se C'est sente... pas le monde qui va changer. Voilà, parce que j'ai pas envie non plus qu'elle tombe dans le contraire. C'est vous à vous adapter, mais tout en sachant que vous avez la direction. En disant, attention, dans moins de 45 ans, hein, il y a des choses qui risquent de se passer. Parce que moi, j'ai C'est un choisi- risque, hein. C'est pas le mot de cristal, hein. Je dis simplement, je fais des liens avec des choses, je me dis tiens, je me souviens d'un côté, il y a Jean-Pierre Garnier-Mallet, on met tout ça ensemble, on fait la marionnette. Parce que j'ai aussi croisé des HP qui se sentaient, comme on dit aussi, élitistes. Oui, c'est correct. c'est pas- Oui, hein. mais c'est parfois inévitable, Ça, c'est parfois des passages obligés, parce qu'on se rend compte de nos différences. Mais après, non, pour moi, c'est partir de ce qu'est vos petits-enfants et les aider à supporter, voilà, ce qui est le plus important. Les inscrire à du Les sport. éclairer, les Les inscrire à du sport collectif. et parler. Les inscrire à du sport collectif. Oui, le sport est une porte ouverte en fait pour les aider aussi à décharger. Madame, elle avait... J'entendais parler d'HP du point de vue privé. Moi, je vais plutôt en parler du côté professionnel, parce que je suis enseignante dans une haute école. Et c'est assez difficile quand on a dans des classes comme ça des étudiants où, enfin, moi j'ai été conscientisée sur les problèmes, enfin les problèmes, c'est pas des problèmes de HP, mais bon, le compagnon, ma fille HP, une copine, etc. Et donc j'ai commencé petit à petit, j'ai des collègues, et j'ai commencé à détecter, je me suis intéressée, et puis je me suis dit, tiens, cet étudiant-là, il est HP, et on voit qu'au niveau de la classe, ça ne passe pas bien du tout. Tout à fait. Donc ces personnes sont très interactives, posent tout le temps des questions, veulent répondre aux questions, et donc du coup, et c'est assez difficile à gérer. D'ailleurs, il y a une étudiante que j'ai prise à part, et donc qui était un peu perdue, et je lui dis, écoute, est-ce qu'on t'a déjà parlé des personnes, et cette personne-là n'était pas du tout au courant. Tout à fait. Je lui dis, va voir un petit peu les caractéristiques Voilà. de ces personnes, Ah, et elle est ok. revenue vers moi en me disant, oh, j'ai enfin compris, Voilà. oui, je suis comme ça, je comprends, enfin, c'est... Voilà. Alors, Mais dans une classe, c'est compliqué parfois Oui. de tempérer, même si ce sont des grands, parce que c'est oui, oui. dans une école d'ingénieurs, donc ce ne sont pas des petits, ce sont Oui, des oui, grands. tout à fait, tout à fait. Et donc c'est parfois un peu compliqué à gérer. Et moi, j'ai des enseignants qui sont en humanité, hein, dans l'école supérieure en humanité, ou à l'école primaire aussi, je pense à l'école primaire. Eh bien, elle m'expliquait qu'elle prépare sa leçon et elle fait des exercices supplémentaires plus compliqués. Et elle sait qu'elle a des HP, donc elle explique une première fois. Le HP, c'est généralement une explication, il a compris. Mais les autres non HP, il faut répéter. Oui, mais alors le HP, lui, il commence à s'énerver et il s'embête. Alors il commence à faire des bêtises. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, elle prend ces exercices plus compliqués. Elle va dire, bon, toi, tu fais cet exercice-là. Toi, tu fais cet exercice-là. Et alors le HP, comme il a besoin de choses qui le stimulent,
il est en train de travailler sur son exercice plus compliqué, il lui fout la paix, et elle explique une deuxième, troisième fois, en fait, pour les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas compris, etc. Pour aller dans votre sens, j'ai eu une dame qui m'a dit, quand elle s'est rendue compte qu'elle était HP, elle m'a dit, ça a été une révélation. Ça fait 30 ans que je me sens mal, et je ne savais pas pourquoi. Et là, elle a mis ses lunettes de HP, donc une grille de lecture, et elle a revisité, en fait, je dirais, tout ce passé, elle a dit, ah, mais je comprends ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, tac, 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 etc. Elle m'a dit, ça a été une révélation. Donc c'est pour ça, de mon point de vue, je pense qu'il est important de donner l'information aux personnes. Elles le prennent, ne le prennent pas. Ouais. Hein, si c'est des adultes, bon, les enfants, je pense que c'est un peu plus facile, mais voilà, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est là, et je répète, ce n'est pas une caste, il y a des blancs, des jaunes et des noirs, ben, ils ne sont pas meilleurs les uns avec les autres, vous comprenez? Ce sont des caractéristiques, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect neurobiologique, donc il y a un substrat neurobiologique. Et puis derrière, il y a les comportements, etc., dont la communication. Donc souvent, la communication entre un HP et un non-HP, c'est comme si on était à 2 étages différents. C'est la notion là qui est difficile, parce qu'à l'école primaire, on donnait des exercices, mais moi, c'est pas là le problème que j'ai, c'est de voir la réaction des autres par rapport à cette personne différente, et eux, où finalement, ne savent pas ce que c'est qu'un HP, ou ils voient que cette personne qui prend la place, c'est plutôt moi mon problème, enfin, un souci, c'est pas vraiment un problème de relation. Ouais, voilà, oui, ça. Donc il faut gérer, il faut apprendre à gérer. Et je ne vois pas aller dire aux autres, c'est un HP. D'autant plus qu'en plus, c'est déjà, voilà, c'est personnel. C'est déjà le maître. Enfin, voilà. Merci, monsieur. Est-ce que dans les hyperactifs, est-ce qu'il y a... souvent, les HP... Ils sont souvent HP. Oui, ils sont HP parce qu'il leur faut... non, pas tous, mais bon. Alors, souvent, les hyperactifs, hein, qui est un HP, vous lui donnez un bouquet qu'il adore, et il s'assied dans le fauteuil pendant 3 heures, il n'a pas bougé. Il était hyperactif, il bougeait tout le temps, avec quelque chose qui l'intéresse, et il ne bouge pas. Hein. Et il est là, et il sent travailler, et il y va, il avance, etc. Donc, hein? C'est un peu chaud ici, hein? Il fait 22 degrés. Ok. Eh bien, on voit que les cerveaux, ça fonctionne là, hein? Ça chauffe. Hein? Moi, je vais juste rebondir, parce que j'ai 53 ans maintenant, enfin j'ai 52 dernièrement, et j'ai refait des études pour avoir un CAP d'enseignement. Moi, c'est au niveau du secondaire que j'ai atterri. Et j'ai fait un stage dans une école spécialisée. Et j'ai fonctionné comme ça. Puisque personne ne peut m'entendre dans ma façon de fonctionner, je le fais avec ma fille, évidemment, l'éducation de l'ouverture au maximal. Je l'ai fait, comme dit monsieur, avec des petites graines. Ouais. C'est-à-dire que les enfants, les difficultés que j'avais avec les enfants, j'ai essayé de mettre au niveau de chacun. Et je leur ai donné quelques nourritures en me disant... C'est toujours ça de gagner. C'est vraiment, comme on dit, commencer autour de soi, c'est se dire, ben, je fais un petit peu. J'ai quitté, évidemment, là, j'ai mon diplôme, mais je suis dégoûtée, donc c'est pas en Belgique que je vais travailler, j'ai d'autres plans, mais l'idée, elle était là, c'est de comprendre comment fonctionne l'éducation, parce que j'ai tellement été, moi, perturbée, et puis ma fille aussi, que je me dis, il faut faire quelque chose. Donc, à ma place, je créerai quelque chose sûrement par rapport à l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais comme vous dites, de façon peut-être plus subtile et délicate. Mais en tout cas, reconnaître créative et reconnaître les enfants, c'est quelque chose d'énorme. Moi, j'ai une collègue ça les aide. Qui a entre 30 et 35 ans, qui me parle encore de cette période-là de son école primaire. Les parents étaient HP et les 3 enfants, ses frères et sœurs étaient aussi HP. Donc la maman savait. Donc ce que vous venez d'expliquer là, c'était clairement... c'est dire à l'institutrice, bah, ma fille, et comme vous dites, il comprend en une fois et puis après s'ennuie. Donc la maman donnait du travail à l'institutrice, que l'enfant laissait. Donc elle prenait son livre et elle lisait, les autres enfants ne voyaient pas, mais donc la gamine, enfin ma collègue, faisait ses exercices. Et puis alors, quand elle avait fini, elle lisait son livre, comme vous dites, et puis après elle passait à l'exercice suivant. Mais cette personne-là, elle m'a confié un jour, parce qu'on est partis en voyage ensemble, et j'avais bien déjà remarqué que cette personne-là, enfin, la même chose, c'est tous mes collègues, quand il y avait une réunion, elle levait tout le temps la main, et à un moment donné, on disait, oui, attends, laisse un peu poser les questions aux autres. Donc là, je voyais bien qu'elle était différente.
Et elle me l'a confié, elle dit moi je suis une HP, mais rien de parler, elle est encore émue par rapport à ça, de tout ce qu'elle a vécu quand elle est à l'école primaire, elle a encore des larmes aux yeux, une personne qui a 30 ans qui vous parle de ça, tellement c'est dur. Il y a madame et puis... J'ai pas très bien compris l'épigénétique. L'épigénétique. Comment ça se passait avec les... Oula, le comment il faut entrer dans le modèle de la mécanique quantique, ok, mais en quelques mots, en quelques mots, c'est un transfert d'informations qui se fait dans le cadre du transgénérationnel, d'une génération à une autre information, à une autre génération. Donc c'est l'information, c'est-à-dire c'est l'énergie. C'est juste l'énergie. Oui, c'est juste l'énergie, c'est pas au niveau génétique. Donc la séquence des gènes ne change pas. Mais c'est l'information qui est transférée, et j'ai parlé des protéines qui entourent cette molécule d'ADN, et c'est ça qui va se modifier. Donc en fait, c'est la structure tridimensionnelle des protéines qui vont changer et qui vont influencer l'activité du gène. Ça va? Oui, ça va. Alors, où est-ce que l'ordre était où? Ah, c'était vous, oui. Je reviens sur ce que madame disait. Je suis depuis 7 ans dans le public, qui ne me sert à rien, et j'ai quitté l'enseignement, j'étais enseignante maternelle parce que je ne m'y retrouvais pas dans le système. Oui. Et d'ailleurs, ma maman qui est à côté l'a vécu avec moi, les études, toujours oui, etc. Enfin, vraiment, j'ai vécu toutes sortes de choses qui me disaient que t'es idiote, t'es vraiment à côté de tes pompes, ce genre de choses. Et encore maintenant, mais je le prends autrement, la naissance de mon fils qui a 14 mois a été une révélation un petit peu avant, parce que j'ai été aussi chez un biologiste qui m'a dit « Vous savez que vous êtes HP ?» Et là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai cru. Mais pas en termes de supériorité parce qu'il y en a beaucoup dans les 70% qui disent « HP, bon, comme cela pète celle-là, comme ça. » Mais c'est vraiment comme ça. Mais au fait, non. Et il n'y a pas longtemps, lors d'une formation que je suis en train d'achever, qui ne me sert à rien, mais j'y vais pour suivre le système de ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà. Mais il y a une collègue en pause qui m'a dit simplement « Laetitia, tu sais pas mettre ton cerveau en pause ?» Et moi j'étais là, waouh, je me suis encore tapé une remarque depuis tout le monde, mais quelque part avant ça me touchait, j'en ai pleuré, franchement, parce que j'ai eu tous des événements, même sur le port de lunettes, elle a des lunettes, enfin, vous voyez un petit peu le lien de toutes des événements isolés qu'on vit avec plein de gens qui réfléchissent pas plus, comment on dit, plus loin qu'elle bout de leur nez. Voilà. Et finalement, maintenant, je ne suis plus gênée de tout ça. C'est fou. Et, voilà. Et moi, je me dis que dans ma lignée de vie, puisque je suis déjà en train d'apercevoir le petit point, comme vous dites, vu que ça a changé vraiment, mais depuis quoi, même pas 2 ans, hein, franchement, je suis mieux dans mes bottes. Je suis mieux dans ce que je pense, etc. Bien ancré, bien centré. Oui, voilà. Et quelque part, je me dis, voilà, il y a 4 ans, j'ai rencontré un boulanger. En l'occurrence, les fermiers, les boulangers, les personnes qui sont, quand je dis plus terre à terre, mais qui savent faire des choses de leur main, qui savent... un manuel. Vraiment un manuel. J'ai eu l'impression de... J'ai déjà 37 ans. Hein. Donc j'ai eu l'impression toute ma vie de chercher quelqu'un qui est en corrélation avec mes idées, mais sans savoir que moi-même j'avais ces idées-là. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est magnifique parce que je suis intéressée à tout ça depuis pas longtemps, mais ça ne fait que confirmer ce que je vis depuis toute petite. Vraiment depuis toute petite. Et je ne regrette pas d'avoir quitté l'enseignement maternel parce que j'allais en faire une dépression, je vous le dis franchement. J'ai fonctionné 9 ans là-dedans. Mais ça a été 9 ans vraiment où j'étais malheureuse parce que je me rendais malheureuse pour les autres. Qui finalement, eux, ne l'étaient pas. Voilà, pourquoi? Parce que eux suivent le système. Alors, on est vraiment désolé, mais on doit quitter. Oui, allez-y. Donc j'avais dit à notre directeur. Merci beaucoup. Bon après-midi. Moi j'avais 2 questions très pratiques. Est-ce qu'on a une idée de la part de responsabilité de l'homme dans cette extinction massive? Parce que d'après ce que vous expliquez, moi je ne suis pas du tout scientifique, c'est quelque chose de logique, de récurrent, etc. La part de l'être humain dans l'extinction massive. La responsabilité. C'est sa responsabilité, c'est lui, hein. C'est toute l'économie, etc. C'est les pollutions et tout ça. Oui, ça j'ai bien entendu dans ce que vous expliquez. Mais quand vous expliquez qu'il y a eu des extinctions massives précédentes, ah oui. est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a aussi une espèce de oui, tout à fait. Alors, ça, c'est bien. Oui, alors, prenons l'exemple des dinosaures.
C'est un météorite, en tout cas c'est le modèle, c'est le météorite. Donc, dans les autres extractions massives, en fait, ce sont des bouleversements au niveau de la Terre. Voilà, climatique, géologique, etc. Le problème d'aujourd'hui, c'est que, parce qu'en plus, les extractions massives, quand je vous dis qu'il y a une extraction massive, vous savez, quand on raisonne en termes d'évolution, on discute de millions d'années. Tandis que maintenant, le problème, c'est qu'on discute de 100 ans. Hein. Non, au niveau évolution, on ne discute même pas de 100 ans. Hein. C'est une goutte dans la mer, en fait. Donc c'est ça le problème, c'est que l'extraction massive, elle est massive, mais elle est d'une rapidité phénoménale. Donc on n'a jamais vu en fait une extraction aussi rapide d'un point de vue biologique, d'un point de vue évolution. L'évolution, bon, ça prend un temps en fait, parce que c'est la géologie qui change, etc. Et donc ça, généralement, ça prend du temps. Vous comprenez? Ici, le problème, c'est que l'extraction, elle est extrêmement rapide. Et donc, il est clair que c'est l'impact de l'homme en fait sur l'environnement. Aujourd'hui, avec la technicité que nous avons un impact phénoménal en fait. Hein. Oui, on a le pouvoir, la puissance. C'est un argument qui est utilisé par les climato-sceptiques pour dire qu'en fait, c'est pas à nous, c'est une évolution normale, il y a déjà eu des réchauffements, des périodes de glaciation, etc. Et donc c'était pour... Chacun trouve les arguments qu'il a envie. Hein. Oui, mais j'aimerais bien en avoir un pour le répondre. Hein. Oui. Oui, non, ici ce n'est pas au niveau géologique, etc. C'est la rapidité en fait de l'extraction. C'est phénoménal. C'est sur une centaine d'années en fait. En fait, on sait que c'est depuis ce qu'on a appelé l'industrie, quand elle a commencé à se développer, c'était le charbon. En histoire, là, c'est pourtant. La révolution industrielle. La révolution industrielle, voilà. La révolution industrielle, on sait que c'est à partir de ce moment-là que ça commence. Ok. Ça va? Il y avait deux questions. Oui, la deuxième question, c'était toujours parce que voilà, je suis littéraire et pas une scientifique. Pour vous parler plusieurs fois de la philosophie quantique, en disant voilà, c'est compliqué, etc. Est-ce que vous auriez une ou deux sources de vulgarisation qui seraient accessibles? Je n'ai pas de nom, mais je sais qu'aujourd'hui, il commence à avoir... Le jeu La vie est un jeu quantique de Christian Borit. La vie est un jeu quantique de Christian Borit. Borit. B-O-2-R-I-T. Christian Borit. Oui, B-O-2-R-I-T. Donc la vie d'un jeu quantique, édition Renaissance. Ou alors vous avez dans une autre tranche, mais qui est pas mal non plus, c'est Neuville-Goddard. N-E-V-I-2-L-E. Donc Neuville-Goddard, G-O-D-D-A-R-D. Ce sont vraiment des auteurs, ou alors encore un dernier, Dr. Dr. Emmett Fox, E-M-E-M-M-E-T, Fox. Donc ce sont tous des auteurs où ils parlent de mécanique quantique. Il a un côté très spirituel aussi, qui est vraiment très bien, et très accessible. Ouais, voilà. Il y a d'autres questions?